Pour nous qui faisons partie des 2/3 de l'humanité qui ne manque pas d'eau potable, il est rare de se demander comment elle arrive jusqu'à notre robinet. Ce numéro de Nature Inc. nous emmène dans le désert du Moyen-Orient, dans les Andes ainsi qu'à New York City. Nous verrons que même dans le désert, il n'y aurait aucune pénurie d'eau si elle était gérée en fonction des ressources naturelles. Bienvenue dans Nature Inc., une série sur la valeur économique de la nature. L'économie mondiale est dominée depuis 200 ans par le marché du libre-échange. Mais ce marché ne tient pas compte d'un élément vital, la valeur de tout ce que la nature nous offre. En 2003, des scientifiques l'ont évalué à 33 billions de dollars par an. Alors qu'arriverait-il si nous devions payer les services de la nature ? New York, capitale mondiale de la consommation. C'est l'argent qui dicte les règles. Rien n'est gratuit, sauf peut-être l'eau. Toute l'activité économique dépend de l'eau potable fournie par la ville. Une eau de qualité a un coût dérisoire, que les New-Yorkais prennent pour argent comptant. Mais si tout cela est possible, c'est grâce à une gestion saine et stricte. 8 à 9 millions de personnes vivent dans cette toute petite zone qui n'a pas de source d'eau assez proche pour alimenter la ville. New York consomme 5 milliards de litres d'eau par jour, 2000 fois le volume d'une piscine olympique. Alex Mattison est directeur de Riverkeeper, l'organisation pour la protection de l'eau de New York. La plupart des New-Yorkais n'ont aucune idée de la provenance de leur eau et ne comprennent pas l'importance de la préserver. 90% de cette eau vient des Catskills, à 200 km au nord de la ville. Sur ces pentes, l'eau s'écoule à travers une cascade de filtres naturels, la forêt, les mousses, la terre et les roches poreuses. Reproduire ce qu'accomplit un tel écosystème coûterait des milliards de dollars. L'eau se purifie naturellement pendant son parcours jusqu'à ce qu'elle atteigne la ville. C'est exceptionnel. Au laboratoire high-tech de la ville, on contrôle en permanence la qualité de l'eau. Nous analysons la qualité de l'eau selon plus de 50 paramètres. Elle est généralement très propre. Grâce à ça, nous avons une dérogation de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis pour ne pas avoir à la filtrer. Cette dérogation est très avantageuse car la loi oblige les villes à garantir une eau de très haute qualité, ce qui implique souvent la construction de coûteuses usines de filtrage. Pour New York, un filtrage artificiel aurait coûté 10 milliards. Nous avons dépensé environ 1,5 milliard de dollars en 10 ans pour ce bassin versant afin de garder une eau propre. Mais s'il avait fallu construire une usine de filtrage pour 90% de notre eau, nos dépenses dépasseraient facilement les 10 milliards de dollars. Le seul coût de fonctionnement a été estimé à 100 millions de dollars par an. Il y a des contrôles stricts dans les Catskills, mais l'autre réserve d'eau de New York est la vallée de l'East Hudson River. Plus développée et polluée, elle ne correspond pas aux normes. 10% des réserves de New York en proviennent et les autorités estiment qu'il faudrait 3 milliards de dollars pour construire une usine de traitement de l'eau. Très vite, le prix de l'eau à New York va sans aucun doute subir une augmentation à cause de cette usine. Il vaudrait mieux prévenir que guérir. Ce serait bien moins coûteux de ne pas polluer à la base. Le bassin versant des Catskills s'étend sur plus de 3600 km², soit environ 60 fois Manhattan. Il est en majorité constitué de forêts et de champs, mais à la fin des années 70, le développement de l'industrie et des lieux résidentiels a commencé à menacer le bassin.
En 1991, l'État de New York a entrepris un ambitieux plan de sauvegarde. Protéger l'eau à sa source serait bien plus facile si le site était inhabité. Mais le bassin versant de New York est un lieu de résidence et d'activité. 70 000 personnes vivent sur le bassin principal des Catskills. Pour protéger cette réserve d'eau, des règles très strictes limitent l'usage d'engrais, de pesticides et la pollution industrielle. En retour, les locaux reçoivent 100 millions de dollars en investissement. Nous soutenons une communauté qui a des difficultés financières. En retour, elle nous aide à préserver ces zones et nous fournissent l'eau potable pour 9 millions de personnes. Une nature préservée a ainsi permis aux New-Yorkais d'avoir des factures d'eau dérisoires, alors que New York est une des villes les plus chères au monde. Face à une ville assoiffée, les 100 millions de dollars d'investissement ne représentent qu'une broutille pour les autorités. Ils permettent d'abreuver les New-Yorkais au tarif de 7 cents le litre, 2 fois moins qu'à Atlanta. Mais vraisemblablement, la grande majorité des citadins n'a pas conscience de cette bonne gestion de la nature. Certains pensent que l'eau devrait être gratuite, comme l'air qu'on respire. L'air pollué est gratuit, mais l'air pur demande des aménagements et beaucoup d'investissements. C'est aussi le cas pour l'eau. La garder pure est un travail de longue haleine. New York est la preuve qu'une gestion saine, en adéquation avec les communautés et le milieu naturel, est payante. Mais de précieuses réserves d'eau se trouvent aussi dans des pays moins riches et sans le savoir-faire technologique. L'Équateur est un pays riche en eau. Il a 3 fois plus d'eau douce par habitant que la moyenne mondiale. Mais étonnamment, sa capitale, Quito, craint une pénurie d'ici 2025. Pour les experts, les autorités en seraient responsables par leur négligence d'une des plus grandes richesses du pays, le Paramo. Ce bassin versant situé sur les pentes des Andes est considéré comme un des hauts lieux de notre biodiversité. C'est ici que l'eau de l'Amazone est née. C'est la plus haute forêt tropicale de la planète. L'air saturé d'humidité est idéal pour le développement des mousses. Elles s'imbibent de l'eau en suspension dans la brume et la font pénétrer dans le sol. Quand on en prend un peu et qu'on presse, c'est de l'eau qui en sort. Le Paramo est une éponge naturelle de 14 000 km², soit 4 fois les Catskills. Il absorbe puis délivre gratuitement une grande quantité d'eau pure. C'est la principale source d'eau des 2 millions d'habitants de Quito. Mais l'histoire politique et économique mouvementée de l'Équateur a mené à la négligence de ce bassin versant. Une des principales ONG du pays tire la sonnette d'alarme, car les conséquences pourraient être désastreuses. Rien n'a fonctionné ces dernières décennies. La gestion de ce bassin versant par le gouvernement a vraiment été mauvaise. 27 000 personnes vivent dans la zone du Paramo et leur agriculture nuit au bassin versant. La pénurie d'eau se profile d'ici 20 ans pour la population de Quito qui s'accroît rapidement. Le gouvernement prévoit donc de remplacer le Paramo par un barrage géant. La population de Quito double tous les quarts de siècle. Donc, d'ici 25 ans, nous devons continuer à mettre sur pied de nombreux projets. Le barrage va dévier 28 rivières qui affluent dans l'Amazone pour alimenter Quito. Ça va coûter près d'1,2 milliard de dollars. C'est un investissement énorme pour cette ville. Le barrage se heurte au recours des communautés qui craignent le tarissement de l'Amazone. Mais ce barrage coûteux est-il vraiment nécessaire ? Le gouvernement estime que 65% de l'eau de Quito est gaspillée entre fuites et mauvaise gestion.
Selon les Nations Unies, Quito est une des villes où la consommation d'eau par habitant est la plus élevée d'Amérique latine. Pour les défenseurs de l'environnement, c'est une évidence. Il faut utiliser l'argent prévu pour le barrage Ríos Orientales pour stopper le gaspillage et protéger le Páramo. Plutôt que d'investir dans le Ríos Orientales, nous pourrions chercher à diminuer notre consommation d'eau. Certains experts pensent que si Quito réduit son gaspillage en eau, l'Équateur peut suivre le modèle des Catskills. Les habitants de la zone du Páramo seraient indemnisés et l'eau de Quito serait moins chère et de meilleure qualité. Felipe Cisneros, expert en ressources hydrauliques, conseille l'équivalent sud-américain de la Banque mondiale. À condition de protéger le Páramo et de réduire le gaspillage en eau, utiliser les ressources naturelles revient bien moins cher que de se lancer dans les grands projets de construction. Avec l'aide de l'Union internationale pour la conservation de la nature, le gouvernement négocie la protection du Páramo avec les communautés locales, moyennant finances. À Quito, cette brasserie a réduit de moitié sa consommation et sa facture d'eau. Depuis, elle reverse l'argent économisé en faveur de la préservation du Páramo. En consommant 4 mètres cubes d'eau au lieu de 8, nous avons réduit notre facture de 50%. Optimiser l'utilisation de nos ressources n'est pas seulement responsable, c'est aussi très bon pour le business. Pour les économistes du Gunt Institute, basé dans le Vermont aux USA, la valeur mondiale des écosystèmes comme celui du Páramo est de 2,3 billions de dollars. D'après les Nations Unies, 30% de la population mondiale manque d'eau. Au niveau mondial, la Jordanie est le 5e pays le plus pauvre en eau. À Amman, sa capitale, l'eau est rationnée pendant la saison sèche. De mai à octobre, les foyers ne sont alimentés qu'une fois par semaine, parfois tous les 15 jours. Le fleuve Jourdain peut même complètement s'assécher. Les ressources en eau potable suffisent tout juste aux besoins de la ville. Donc au moindre problème dans le processus ou à la source de distribution, c'est la crise. Bien que le désert couvre les 3/4 du territoire, la Jordanie a toujours eu assez d'eau pour sa population. Alors qu'est-ce qui cloche ? Le problème est en partie dû à une forte immigration de réfugiés irakiens et palestiniens qui représentent aujourd'hui 40% de la population. Vous savez, nos chefs, les Hachémites, qu'ils soient bénis, ont accueilli tous les Arabes. Et quelques mois après, nous avions 800 000 immigrés à Hammam et dans sa banlieue. Cela a terriblement affecté notre infrastructure. La demande en eau s'est littéralement envolée. Mais d'après les scientifiques, le problème principal est que la Jordanie n'a pas assez d'eau pour cultiver de quoi nourrir sa population. Les ressources sont surexploitées. Le professeur Tony Allan est un expert des pénuries d'eau au Moyen-Orient. La Jordanie a tout juste assez d'eau pour sa consommation et quelques autres tâches domestiques. Une petite partie pourrait être utilisée pour l'agriculture, mais une aussi grande quantité, ce n'est pas rationnel pour la Jordanie et son environnement. À défaut d'être rationnel, ce système profite à quelques-uns. Les fermiers ont beaucoup moins de restrictions qu'en ville et ne paient qu'un 1/5 du prix de l'eau. Bientôt, le gouvernement va nous demander de payer. Et nous allons devoir arrêter cette activité parce qu'aujourd'hui, tout ce qui sert à la production augmente. Travailler dans l'agriculture devient de plus en plus difficile.
L'agriculture utilise 65% des réserves en eau et ne génère que 2,5% du PIB par an. Le ministère de l'eau estime que sans la demande agricole, la Jordanie pourrait mettre 2 fois plus d'eau à disposition des besoins domestiques et industriels. Pour les industriels, l'irrigation intensive porte préjudice à certaines de leurs activités, comme cette usine de levure par exemple. L'eau est essentielle à cette activité. L'usine a été implantée ici parce qu'il y avait de l'eau douce accessible par un puits. Mais le pompage pour l'agriculture réduit la quantité d'eau disponible pour l'usine. Au niveau national, selon l'UCED, 1 mètre cube d'eau utilisé dans l'industrie rapporte 100 fois plus que dans l'agriculture. Seuls les agriculteurs tirent profit de la situation. Il n'y a aucun bénéfice économique au niveau national et cela doit changer. Il faut que le système soit avantageux pour notre population et notre pays. La demande des fermiers en eau épuise aussi les nappes phréatiques, comme celle d'Azraq, une des plus grandes réserves d'oiseaux de Jordanie. On pompe beaucoup trop aujourd'hui. Il n'y a plus assez d'eau pour les hommes et les oiseaux. Tant que les oiseaux étaient là, ils témoignaient d'une utilisation durable de l'eau. Les besoins de l'agriculture dépassent de loin la capacité de régénération des nappes d'eau. Le pays fait d'ores et déjà face à de nouvelles dépenses pour purifier l'eau souterraine. Il y a de plus en plus de substances dissoutes dans l'eau souterraine, ce qui la rend impropre à la consommation. Nous devons donc la traiter et cela coûte environ $1,50 par mètre cube. Ce système revient à 100 millions de dollars par an. Un processus que la nature assurerait gratuitement si elle n'était pas surexploitée. Pour certains économistes, irriguer les plaines arides n'est que gaspillage. Ils pensent que tout arrêter permettrait un retour du pays à son état naturel, le désert. Je suis vraiment opposé à la culture d'arbres fruitiers dans le désert. C'est un environnement à part entière avec sa propre biodiversité. Il faut le laisser tel quel. La Jordanie importe déjà 90% de sa nourriture et certains scientifiques estiment qu'elle devrait importer encore plus. Quand vous importez 1 tonne de graines, il faudra théoriquement importer 1000 tonnes d'eau pour les faire pousser. Comme l'eau est la principale préoccupation des Jordaniens, il vaut mieux importer directement 1 tonne de blé. Économiquement et politiquement, c'est beaucoup plus intéressant. Le gouvernement tente d'augmenter ses importations alimentaires et le prix de l'eau pour l'agriculture au risque de faire disparaître bien des fermiers. C'est une décision politique difficile. Parmi une population de 5,5 millions de Jordaniens, nous avons entre 1,5 et 2 millions de travailleurs agricoles. C'est énorme. Si nous disons stop à l'agriculture, nous allons nous retrouver avec environ 2 millions de chômeurs. C'est l'impasse politique. L'Union internationale pour la conservation de la nature souhaite la création d'un fonds islamique traditionnel, le WAC, pour rétablir l'équilibre entre l'homme et la nature et investir dans les bassins versants. Le domaine d'action du WAC était jusqu'ici cantonné aux affaires sociales. Mais l'UICN essaye d'y inclure le développement durable avec cette problématique de l'eau qui a des enjeux économiques et sociaux. Insignifiant et sans doute trop tard pour le gouvernement jordanien qui cherche une solution à grande échelle pour résoudre cette crise. Il envisage de relier la mer Morte et la mer Rouge par un canal. En théorie, via une usine de désalinisation, ce qui amènerait assez d'eau pour les besoins actuels. Mais même si la différence de niveau entre la mer Rouge et la mer Morte permet de créer de l'énergie électrique, ça ne sera pas suffisant. Et la facture risque de s'élever à 4 milliards de dollars. La nature ne peut pas continuer à répondre à notre demande en eau qui va augmenter de 30% d'ici à 2050 selon les Nations Unies. Le groupe de réflexion sur l'eau, Global Water Policy Project, estime que fournir ce supplément d'eau via la désalinisation coûterait $1 billion par an.
Tel est le prix pour outrepasser les limites de la nature. Qui sont ceux qui proposent de stopper la surexploitation de la nature ? Nature Inc. donne toujours le mot de la fin à un visionnaire. Il s'agit aujourd'hui d'un directeur de recherche technologique et brillant analyste financier. L'eau n'est pas ce qu'il y a de plus facile à commercialiser, mais plus elle est rare, plus elle a de chances d'être commercialisée. On peut en quelque sorte évaluer la richesse d'un pays en fonction de ses ressources en eau, au même titre que ses ressources en pétrole, dont le commerce est, lui, bien établi. Les observations rigoureuses menées jusqu'à maintenant nous donnent une image fidèle du réchauffement climatique. Ce réchauffement se produit dans presque toutes les régions. Si on ne donne pas un prix aux émissions de gaz à effet de serre, les marchés sont trompeurs, c'est un véritable échec. En effet, je pense avoir décrit la situation de manière tout à fait sensée, comme le plus grand échec du marché que le monde n'ait jamais connu. Il n'y a pas à se préoccuper du plafonnement des émissions, ça ne marchera pas. Je peux vous prédire que ça n'arrivera pas. En juin 2009, 7000 délégués venus du monde entier se sont réunis à Bonn. Leur objectif, convenir d'un texte de négociation pour ce qui a été décrit comme la réunion la plus importante pour l'avenir de la planète, le sommet sur le changement climatique de Copenhague en décembre 2009. Les dirigeants du monde doivent répondre à une question simple. Jusqu'où sont-ils prêts à aller pour réduire les émissions de CO2 afin d'éviter les pires effets du changement climatique ? Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, un groupe composé de 2500 climatologues parmi les meilleurs du monde, a conclu que l'activité humaine a poussé la proportion de CO2 dans l'atmosphère à des niveaux dangereusement élevés. Les scientifiques ont expliqué à quel point la vie animale et végétale serait gravement touchée. Mais les conséquences sur l'économie mondiale ont été moins bien comprises. Beaucoup de prédictions économiques très sombres ont déjà été publiées, mais c'est grâce à Lord Nicholas Stern, un ancien économiste impartial et sans prétention du Trésor britannique et de la Banque mondiale, que la science et l'économie ont pu tomber d'accord. Le rapport Stern de 2006, commandé par le gouvernement de Tony Blair, a été le premier à essayer d'évaluer le coût du réchauffement climatique si rien n'était fait pour s'attaquer aux causes. C'est le rapport le plus important publié par ce gouvernement durant son mandat. Selon Nicholas Stern, il va falloir consacrer 2% du PIB mondial à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Si nous n'agissons pas aujourd'hui, explique-t-il, nous pourrions être confrontés dans 50 ans à des changements climatiques incontrôlés et à une addition 10 fois plus élevée. Dans cet épisode de Nature Inc., nous allons examiner les explications économiques du changement climatique. Nous vous présenterons un pays qui a misé sur les énergies renouvelables tout en maintenant sa croissance. Nous découvrirons également que la nature a l'impact économique le plus important. Si nous ne parvenons pas à maîtriser le changement climatique, nous subirons d'ici la fin de ce siècle ou le début du prochain des augmentations de température de 4, 5 ou 6 degrés. Cela entraînera d'énormes perturbations dans la géographie du monde. Certaines zones se transformeront en déserts, d'autres seront inondées, d'autres encore seront ravagées par les ouragans. Certaines rivières verront leur cours changer, le niveau des océans s'élèvera et le littoral sera modifié. L'avertissement de Nicholas Stern est sévère et son analyse économique simple. Faute d'action rapide, dès le début du changement climatique, nous risquons de payer sous peu un prix beaucoup plus élevé. Et une partie des coûts est susceptible de retomber sur les pays en développement, c'est-à-dire ceux qui sont les moins en mesure de payer. Le PNUD a fait un calcul très utile, où il a fait valoir que les coûts supportés par les pays en développement pour atteindre leurs objectifs de développement représenteraient environ 85 milliards de dollars par année.
à comparer avec ce qu'aurait été ce coût si le climat était resté plus stable. Nicolas Stern estime que chaque tonne additionnelle de CO2 dans l'atmosphère cause des dommages d'une valeur d'au moins 85 $. Chaque jour, 70 millions de tonnes de gaz carbonique s'échappent et personne ne paie le prix. Il soutient que les forces du marché ont été faussées. Lorsque nous privons certaines personnes de travail parce qu'ils fabriquaient des chemises, nous payons et nous trouvons cela normal, et c'est juste parce que le marché nous donne une indication de la rareté. C'est également un indice du coût de production, et pour que les marchés fonctionnent bien, ils doivent refléter le coût de production des biens. Si on ne donne pas un prix aux émissions de gaz à effet de serre, c'est un véritable échec. En effet, je pense avoir décrit la situation de manière tout à fait sensée, comme le plus grand échec du marché que le monde n'ait jamais connu. Nicolas Stern assure que la meilleure manière de corriger cet échec du marché serait de taxer les émissions. Nous ne cherchons pas à abandonner les marchés à cause de leurs échecs. Les marchés restent très importants. Le défi, c'est de les faire fonctionner correctement, ce qui signifie fixer un prix pour les gaz à effet de serre. De combien serait-il, ou quel serait le montant d'une taxe sur le carbone? Ce serait peut-être 50 $ ou un peu plus par tonne de CO2. Quel serait l'impact sur les prix de l'essence? Ça représenterait environ 40 cents par gallon aux États-Unis. Certes, c'est un coût important, mais c'est le genre de coût auquel nous devrions pouvoir nous adapter. Et Nicolas Stern y voit des avantages potentiels. Ces impôts, combinés à des mesures d'efficacité énergétique et aux nouvelles technologies, pourraient orienter le monde dans une voie à faible émission de carbone. Il estime que cela pourrait stimuler l'économie mondiale d'un montant de 2500 milliards de $ par année. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec les chiffres de Nicolas Stern. Nigel Lawson, ministre des Finances sous Margaret Thatcher, est l'une de ces personnes. La grande majorité des économistes se sont exprimés et ont expliqué que les aspects économiques du rapport Stern sont totalement erronés. Les critiques soutiennent que Nicolas Stern surestime les coûts réels des mesures à prendre pour pallier aux effets du changement climatique. Plutôt que de payer pour réduire les émissions désormais, il serait peut-être plus rentable de payer pour l'adaptation aux effets du changement climatique quand ils surviendront. Nous nous adaptons, c'est ce que les gens ont toujours fait, c'est beaucoup plus rentable. Et pour les pays les plus pauvres du monde, ceux qui n'ont pas les moyens de s'adapter, nous leur donnerons une aide au développement pour leur permettre de s'adapter. C'est parfaitement plausible et sensé. Nicolas Stern confirme que l'adaptation peut aussi être utile. Oui, nous devrons nous adapter au changement climatique, mais moins nous aurons réussi à limiter les changements par nos actions et en limitant nos émissions, plus il faudra s'adapter. Donc en réfléchissant à ces décisions, combien limiter, combien dépenser pour l'adaptation, il faut peser les risques qu'il est possible d'éviter en termes économiques. Les décisions concernant les sommes d'argent à dépenser pour éviter les changements climatiques étaient au centre de la réunion sur le climat de Copenhague en décembre 2009. Selon l'opinion générale, tout pays qui s'oriente vers une économie à faibles émissions de carbone sera perdant face aux autres pays qui maintiennent leurs habitudes de consommation de combustibles fossiles. Pour le vérifier, Nature Inc. est allé dans le pays hôte de la conférence pour savoir si les politiques en faveur des énergies non polluantes ont freiné son économie. Connie Hedegaard est la ministre danoise du climat et de l'énergie. Selon elle, il ne fait aucun doute que les politiques du Danemark aient aidé plutôt que nui à l'économie. Nous avons concentré nos efforts depuis 30 ans sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables. Le public y est très favorable pour un certain nombre de raisons, particulièrement pour le grand nombre d'emplois créés. Aujourd'hui, les énergies renouvelables et les technologies d'efficacité énergétique sont l'un de nos secteurs d'exportation les plus dynamiques. Lorsque la crise pétrolière de 1970 a frappé, le Danemark dépendait à 99% du pétrole du Moyen-Orient pour combler ses besoins énergétiques. Aujourd'hui, après presque 4 décennies, le Danemark est le seul pays de l'Union européenne à être autosuffisant sur le plan énergétique. Et ce n'est pas uniquement grâce au pétrole de la mer du Nord. Le Danemark a la plus forte proportion de production d'électricité provenant de sources renouvelables en Europe, près de 30%. Et c'est l'énergie éolienne qui se taille la part du lion. L'essor de l'éolien a également créé plus de 20 000 emplois. Près de la moitié de toutes les éoliennes dans le monde sont fabriquées par des sociétés danoises.
L'aide publique a été cruciale, c'est nécessaire. Et les impôts danois sont parmi les plus élevés au monde. Et ce sont ces taux d'imposition élevés qui ont permis aux gouvernements successifs depuis 1973 de fournir le soutien financier nécessaire au développement de technologies énergétiques renouvelables. Le secteur a été fortement subventionné au fil des années. Je pense qu'il est communément admis que si nous avons une industrie aussi forte aujourd'hui, c'est grâce à l'intervention du gouvernement à l'époque. Ce n'est pas une question partisane, ça dépasse les lignes des partis. Sur l'île danoise de Samsø, les quelques 4000 habitants ont décidé d'aller encore plus loin. Ici, la totalité de l'électricité et du chauffage provient d'énergies renouvelables. Même les voitures et les tracteurs sont modifiés pour utiliser l'huile de colza comme carburant, et c'est bon dans les salades aussi. Le projet leur a coûté 54 millions d'euros, dont 4 millions d'euros de subventions publiques. La clé de cette réussite consistait à impliquer l'ensemble de la communauté. Vous ne pouvez pas y arriver sans eux. Il faut qu'il y ait un lien entre eux et les éoliennes, par exemple. Elles doivent être là pour une raison, sinon les gens vont s'y opposer et répliquer qu'elles troublent leur vie. Les résidents de l'île sont désormais actionnaires de l'entreprise qui gère cette énergie renouvelable. Ils perçoivent de l'argent lorsque l'alimentation électrique excédentaire est revendue au continent. Certains sont des investisseurs directs et certains font partie d'un projet communautaire. Mais chaque personne sur cette île perçoit les bénéfices de cet investissement. Certains sont de gros investisseurs et d'autres plus petits, mais tout le monde est gagnant grâce au projet. Bien que les Danois aient la plus grande proportion d'électricité d'origine éolienne dans le monde, ils émettent 9,8 tonnes de CO2 par personne et par an, soit environ la moitié des émissions de son voisin riche en pétrole, la Norvège. Même si le Danemark ne peut pas encore réellement prétendre avoir une économie à faibles émissions de carbone, l'énergie éolienne à elle seule fournit l'électricité pour 1,4 million de foyers, soit l'ensemble de l'ouest du Danemark. Une économie d'un équivalent de 5 millions de tonnes de CO2 par année. Les économies émergentes à divers stades de développement prennent aussi des engagements importants. En juin, la Chine a annoncé son intention de produire 1/5 de ses besoins énergétiques à partir de sources renouvelables d'ici 2020. Elle a affecté 30 milliards de dollars pour des projets à faibles émissions de carbone. La Corée prévoit de fournir de l'énergie solaire à 100 000 foyers d'ici 2012, soit 10 fois plus qu'en 2007. N'est-il pas étonnant que malgré la plus grave crise économique que nous connaissons depuis une décennie, le climat soit encore à l'ordre du jour? Qu'est-ce que cela signifie? Que les gens ont pris conscience que nous ne pouvons résoudre la crise économique uniquement si nous savons d'où notre énergie va provenir à l'avenir et comment nous allons résoudre la crise climatique. Nos océans, forêts et tourbières agissent comme des éponges pour le dioxyde de carbone. Les scientifiques nomment ce processus la bioséquestration. Mais ils sont inquiets car au moment même où nous devrions prendre des mesures pour sauvegarder nos systèmes naturels de stockage de CO2, nous les endommageons, et dans certains cas, de manière irréversible. Les forêts et océans sont les plus grands puits de carbone du monde. Ils absorbent environ la moitié des émissions de CO2 produites par l'activité humaine. Mais l'économie mondiale détruit les forêts et surcharge les océans. Ces scientifiques, au Svalbard, un archipel d'îles à l'intérieur du cercle arctique, analysent l'impact de l'augmentation de la concentration de CO2 dans l'eau. Des niveaux trop élevés pourraient entraîner l'acidification des océans. Une des choses que nous analysons, c'est la concentration de carbone. Et en voici du carbone. À mesure que l'eau absorbe une partie du CO2 de l'atmosphère, la nature chimique de l'eau passe d'alcaline à acide. Les conséquences pourraient être désastreuses. Dans des conditions acides, les coquillages et crustacés sont privés du calcium qu'il leur faut pour construire leur carapace et les récifs coralliens dépérissent. Les scientifiques qui étudient la hausse des niveaux de CO2 s'entendent sur le fait que l'acidification des océans pourrait être l'un des impacts les plus graves sur l'environnement, mais aussi l'un des moins bien compris. Je suis très préoccupé par l'acidification des océans. Dans 30 ans, en raison des concentrations de CO2, les océans ne seront plus en bonne santé. Vos enfants iront à la mer et verront des récifs coralliens en mauvais état. Ils commenceront à se dissoudre. L'impact sur la pêche dans le monde pourrait être immense.
520 millions de personnes dépendent de l'industrie de la pêche. Près de 3 milliards de personnes, presque la moitié de la population de la planète, dépendent du poisson comme source importante de protéines. À peine la moitié des gaz à effet de serre émis par l'activité humaine termine dans l'atmosphère. Le reste est absorbé par les écosystèmes. Si nous devions payer pour ce service actuellement gratuit, cela représenterait des milliards de dollars. Les écosystèmes ont une valeur inestimable pour la société humaine. Le Centre international de surveillance de la protection de la nature de l'ONU, basé à Cambridge au Royaume-Uni, étudie la capacité des écosystèmes de la planète à absorber et stocker le CO2. Les plantes le font de manière tout à fait naturelle dans le cadre de leur processus biologique. Nous n'avons pas à intervenir ou à faire quoi que ce soit en inventant une solution technologique, mais nous devons nous assurer de prendre soin de ces systèmes naturels pour ne pas les perdre, pour qu'ils soient durables, bien entretenus et qu'ils continuent à nous rendre les services dont nous avons besoin. Le centre de recherche utilise des images satellites pour cartographier les zones où la bioséquestration est la plus élevée. Le centre a estimé le coût de restauration des sols et terres dégradés à l'équivalent de 10 $ par tonne de CO2, ce qui rend les écosystèmes naturels très rentables. Les forêts ne sont pas les seuls écosystèmes à prendre en compte. Lorsque l'on étudie les moyennes mondiales, les forêts tropicales stockent environ 160 tonnes par hectare de forêt, alors que les tourbières en stockent près de 10 fois plus, soit 1450 tonnes de carbone par hectare. Les tourbières sont les réservoirs de carbone les plus efficaces en termes de volume de tous les écosystèmes. Le centre estime qu'ils contiennent 550 gigatonnes de CO2. Mais au niveau mondial, 65 millions d'hectares de tourbières, soit la superficie de la France, sont menacés par l'érosion, la coupe ou la conversion en terre agricole. Environ un tiers de toutes les tourbières sont en Indonésie. Voici une forêt de tourbières dans l'est de Sumatra. En février 2009, l'Indonésie a levé le blocage concernant l'utilisation des tourbières pour les plantations de palmiers à huile, mettant 2 millions d'hectares en péril. Cette immense plantation se trouve dans la province de Riau. Ironiquement, la demande en huile a augmenté du fait de son utilisation pour fabriquer des soi-disant biocarburants respectueux de l'environnement. Lorsque l'on prend en compte l'effet sur les tourbières, il est estimé que la combustion d'huile de palme produit de 3 à 9 fois plus de CO2 que la combustion de charbon. Les tourbières sont également présentes dans les régions tempérées. Au Royaume-Uni, 94% des tourbières hautes ont déjà été perdues à cause des pluies acides résultant de décennies de pollution atmosphérique des villes et des usines. Cette pollution tue les mousses et les lichens qui lient la tourbe, ce qui la rend vulnérable à l'érosion et aux incendies d'été. Un énorme volume de tourbe a été perdu ici. De toute évidence, le type de végétation nécessaire a du mal à s'implanter sur ces pentes abruptes, car la tourbière a besoin d'une nappe phréatique élevée. On voit bien que la nappe a disparu parce que la surface est ici, en bas plutôt qu'en haut. La replantation de l'un des marais contribue à stabiliser le sol. Il est possible de protéger davantage le paysage en érigeant des barrières pour réduire l'impact des crues soudaines, et des filets biodégradables peuvent stabiliser les flancs des ravins. Voici une tourbière saine. Cette mousse verte ici, ce sont des sphègnes. Mais ce qui est beaucoup plus important, vous pouvez le voir ici si j'appuie par terre, vous voyez le niveau d'eau vraiment tout près de la surface. C'est ce que nous cherchons à obtenir. Des tourbières saines et naturelles, bénéfiques pour la faune, utiles pour le stockage du carbone et excellentes pour la qualité de l'eau. Même avec le peu qu'il reste, les tourbières sont la réserve la plus importante de carbone au Royaume-Uni. Elles en stockent environ 3 milliards de tonnes, soit plus que dans les forêts de Grande-Bretagne et de France réunies. Au moment où le monde entier cherche à reconstruire son économie, la protection de l'environnement offre de nouvelles possibilités d'emploi.
Nous subissons la crise du réchauffement climatique en ce moment et nous sommes également confrontés à une crise de l'emploi. L'idée, liée à la bioséquestration, de payer des gens pour gérer les écosystèmes de manière écologique, ouvre la voie à de nouveaux types d'emplois pour les personnes qui en ont vraiment besoin rapidement, en particulier dans les économies en développement. La gestion des écosystèmes naturels pour les biens et services qu'ils fournissent est liée aux négociations sur le climat de Copenhague en décembre 2009. Cependant, malgré 2 semaines de discussions préparatoires à Bonn en juin 2009, les délégués sont encore loin de l'adoption d'un simple texte de négociation. Les projets de négociation ne sont absolument pas prêts. Ce n'est pas la faute du président, mais plutôt parce que les positions des partis ne sont pas claires. Les positions des pays ne sont pas cohérentes non plus. Je pense que le niveau d'attention politique accordé aux problèmes par les chefs de gouvernement doit être renforcé. Les délégués font de leur mieux pour examiner les détails, mais l'ampleur du défi est difficile à saisir. Selon Nate Lewis de l'Institut de technologie en Californie, nous devrons construire un réacteur nucléaire tous les 2 jours durant les 40 prochaines années si nous voulons avoir une chance de maintenir les niveaux de CO2 en dessous des seuils dangereux. Le groupe d'experts intergouvernemental demande des réductions entre 25 et 40% des émissions de CO2 d'ici 2020. Les économies émergentes comme l'Inde et la Chine n'ont toujours pas pris d'engagement pour la réduction de CO2. Et dans le monde développé, le Japon propose des réductions de 8%, les États-Unis 14% et l'Union européenne 20%. Mais le monde arrivera-t-il à accepter ce que la plupart des scientifiques qualifient de réduction importante? Les perspectives sont peu encourageantes. Je peux vous prédire que ça ne va pas arriver, parce que l'accord global qui est nécessaire n'est politiquement pas réaliste. Depuis quelques années, le monde dans son ensemble s'est créé une occasion. Maintenant, allons-nous profiter de cette occasion? Je n'en suis pas tout à fait convaincu, mais l'occasion est bien là. À nous d'en faire quelque chose.